Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV. Nous sommes justement dimanche, il est 11h pratiquement, passé de 30 minutes et c'est votre programme Libre Expression qui a droit de citer. Libre Expression revient sur les faits saillants de l'actualité de la semaine pour ce dimanche. Deux faits nous intéresseront. Affaire Martinez-Zogo, ça va finalement dans tous les sens. Où en est-on avec l'enquête du côté du secrétariat d'État à la Défense, le CED? De toutes les façons, avec nos invités ce dimanche, on questionnera, on analysera, on essaiera de comprendre qu'est-ce qui coince. Quelqu'un a-t-il intérêt à bloquer la manifestation de la vérité dans le cadre de l'assassinat odieux, brutal, sauvage, ô combien barbare de ce journaliste camerounais? Bientôt un peu plus d'un mois maintenant que Martinez-Zogo a été enlevé et assassiné. On en parle dans le cadre justement de ces échanges ce dimanche. En deuxième partie de ce programme, la situation de certains membres du gouvernement nous intéressera également et nous aurons pour prétexte ce dimanche l'inhumation hier à Batouri du ministre, de l'ancien ministre donc des Mines, Gabriel Dodo Ndoké, qui justement a été conduit à sa dernière demeure. Cela ramène tout simplement à 5 le nombre de membres du gouvernement qui sont morts en fonction et jusque-là, pas de remaniement ministériel. La situation est-elle de nature à bloquer le bon fonctionnement de l'appareil gouvernemental? Nous nous interrogeons également ce dimanche dans le cadre de votre programme Libre Expression. Pour en parler ce matin, ils seront consultants. Ils seront sociologues, ils seront experts en matière de sécurité, ils seront hommes politiques avec un seul objectif, vous dire la vérité. Je commence par accueillir nos invités ce matin, tout en précisant qu'au cours de ce programme également, nous aurons au téléphone à partir de Paris l'écrivaine d'envergure internationale, Calixte Beyala. Du côté de Douala, Hervé Emmanuel Com sera également positionné parce que leur avis compte. Pierre Blériot-Niémec, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à nos millions de téléspectateurs à travers le monde. Bonjour à mes co-discutants. Pierre Blériot-Niémec est justement consultant sur Info TV. Pierre Blériot, merci d'être encore là ce dimanche. C'est moi qui vous remercie. En face de Pierre Blériot-Niémec, nous allons accueillir Dr Sylvestre Noy. Docteur, bonjour. Bonjour, monsieur le modérateur. Vous êtes sociologue, enseignant d'université. Vous enseignez du côté de l'université Yaoundé 1. Exactement. Votre approche sociologique concernant les deux sujets inscrits à l'ordre du jour nous sera d'un précis apport. Exactement. On essaiera d'apporter l'éclairage qui sied bien à vos questionnements. À côté du sociologue ce matin, nous accueillons un vieux de la vieille. Il s'agit d'Antoine Awana. Antoine, bonjour. Bonjour, parfait. Je crois que vous allez bien ce matin. J'ai fait un effort d'aller bien. Oui, il faut y aller, il faut aller bien. Lorsque je l'ai dit, je voudrais saluer juste les populations d'un village qu'on appelle les Tamkouma. Vous savez là où ça se trouve? Non. Dans l'arrondissement de Sa. Et c'est le village natal de Martinez-Zogo. Les populations sont terriblement éprouvées pour les là-bas. Ça ne va pas. Leur fils est décédé dans des conditions atroces, des conditions inhumaines, des conditions brutales, des conditions sauvages, il faut le dire, pour vraiment le déplorer. Alors, lorsque je l'ai dit, je ne sais pas, parfait, ici, hier soir, j'étais chez moi et puis un message arrive et je vais vous lire, si vous permettez que je lise ce message-là. Allez-y. Alors, on écrit ceci. Alerte info, danger de mort. C'est bien écrit. À peine libéré du CED, Jean-Claude Fouda, bras droit d'Amou Goubelinga, monte un gang pour assassiner, parfait ici, ancien DG de Vision 4. Je prends le peuple camerounais à témoin et alerte la communauté internationale. Je l'ai fait pour Martinez-Zogo. Après, certains viendront encore dire que c'est moi qu'il faut venir interpeller à Paris. Ça, c'est signé J. Rémi Ngona. Je ne sais pas si vous êtes au courant.
cette Je histoire-là. je suis bel et bien au courant. Oui. J'ai également eu le message. Oui. Alors, on se pose beaucoup de questions. Qu'est-ce qui ne va pas au Cameroun? Le Cameroun devient quoi? La Colombie de Pablo Escobar? Le Cameroun devient comme la mafia Al Capone en Italie? Le Cameroun devient comme Calabrese, cette grande officine criminelle, la plus grande officine criminelle du monde? Mais qu'est-ce qui ne va pas au Cameroun? On ne comprend plus rien. Voyez ce message-là, à peine libéré, parce que, à ce qui semble, c'est hier matin, je crois vendredi matin qu'il a été libéré, et dans la nuit, ils tiennent une réunion où vous êtes la prochaine cible. Un autre journaliste qu'on veut assassiner, et puis on le déclare à Mondo Vision, sans rire. Prochaine cible, parfait, ici, ancien DG Division 4. Alors, je crois que comme les thématiques concernent cette histoire d'assassinat de Martinez Zogo, nous allons aller dans des profondeurs. Moi, je suis indigné. Je ne comprends rien du tout. Où on déclare, où on décrète la mort d'un être humain sans rire, sans avoir froid aux yeux. On le dit à Mondo Vision et on met tous nos gants en marche. Mais quand je venais, parfait, je ne croyais pas vous voir ici ce matin. Ils l'ont déclaré. Et on a souvent l'habitude de voir quand ils déclarent, ils mettent leurs menaces à exécution. J. Rimingono, qui est le signataire de ce message-là, dit que c'est comme ça qu'il a averti Martinez Zoro. 2 jours après, il a été assassiné. Donc c'est une menace qu'il faut prendre au sérieux. Merci Antoine Awana. Les mots me manquent. Hein. Je l'ai également appris. On m'a aussi envoyé les mêmes messages. Je ne sais pas ce qui se passe. De toutes les façons, je pense que le Cameroun est encore dirigé. Nous avons encore des policiers, nous avons des gendarmes. Ah, c'est d'autant plus que le téléphone qu'ils ont utilisé, le 699, J. Rimingono a transmis ça. Ce numéro de téléphone Orange, dont les enregistrements sont là-bas. Et il a même cité les noms de tous qui ont participé à cette réunion. Merci beaucoup Antoine Awana. Nous prenons une transition. Bon dimanche et à dimanche, Jean-Bruno et Fangranan. Merci pour cet éditorial. Nous commençons donc justement l'émission par ce premier sujet inscrit à l'ordre du jour, le sujet justement portant sur l'assassinat de Martinez Zogo. Nous nous posons la question de savoir si finalement ça va dans tous les sens. Je commence par Pierre Blériot-Niemek. Pierre Blériot, Martinez Zogo avait été enlevé le 17 janvier 2023. Je pense que nous sommes maintenant le 19 février. Cela fait exactement 1 mois et 2 jours que Martinez a été enlevé puis assassiné. L'enquête a été ouverte. Pour l'heure, on a la nette impression que ça va dans tous les sens. Je vous passe la parole. La nature ayant horreur du vide, le déficit communicationnel des autorités qui mènent l'enquête sur l'assassinat de Martinez Zogo ouvre un boulevard à toutes sortes de supputations. Les gens veulent être informés. Et la France que nous aimons apprendre en référence quand cela nous plaît, nous parle souvent. Vous voyez, lorsqu'une enquête est ouverte, en France par exemple, il y a des personnalités de très haut rang dans l'enquête judiciaire qui rendent compte, non pas du contenu, non pas des auditions, mais qui font un compte rendu. Le compte rendu est important. Il permet de rassurer l'opinion sur l'évolution. Il permet de rassurer les parties également sur la manière dont l'enquête est menée. Nous avons appris à biaiser, nous avons appris à tricher avec tout. C'est sous pression, il faut-il le dire ici, que l'enquête sur l'assassinat de Martinez Zogo a été ouverte. Sous pression. Vous pensez qu'on pouvait imaginer aussi un scénario où l'enquête pouvait ne pas être ouverte? Mais l'enquête, parfait, ici, faut-il vous le rappeler, a été ouverte 2 semaines après la découverte du corps.
Ce qui fait quand même trop. Ce qui, normalement, fait problème. Le corps avait été découvert le 22 janvier et c'est 2 semaines après qu'une commission mixte police-gendarmerie a été mise sur pied par le chef de l'État. Il faut dire que nous avons pris l'habitude que notre grand chef lui-même ne communique pas. Il y a toute une thèse de doctorat, d'ailleurs, Les silences du président. qui sont quand même embêtants. Parce que nous sommes dans un système judiciaire qui a des canons particuliers. Nous n'avons pas compris, il ne nous a pas été suffisamment explicité pourquoi la justice a été mise à l'écart. Bon, ben, c'est le premier des magistrats, le chef de l'État. Une fois que cela est fait, on ne nous a pas clairement dit quel était le relais entre les enquêteurs et le public. C'est-à-dire que celui qui devait communiquer, parce que c'est une obligation, je l'ai dit, de rendre compte. C'est la clameur publique qui a été soulevée par la sauvagerie de cet acte. C'est donc devenu un problème public. L'enquête de Martinez Zogo, ce n'est pas une enquête de Niemera des problèmes avec son voisin, ils sont dans une brigade de gendarmerie. Non, c'est une question publique qui peut même soulever des masses pour des révoltes. Il faut faire attention. Je le dis en passant, ceux qui ont assassiné Martinez Zogo n'avaient pas imaginé l'aura qu'avait cet individu, cette personne. Je l'avais dit ici fort à propos, que ceux qui avaient tué Jésus-Christ pour les chrétiens ne savaient pas qu'en tuant Jésus-Christ, ils sauveraient le monde. Je crois que s'il fallait faire marche arrière aujourd'hui, cela n'aurait pas tué Martinez Zogo. Maintenant, la clameur publique étant soulevée, l'opinion publique va dans tous les sens lorsqu'elle n'a pas la bonne information. Qu'est-ce qui nous informe maintenant? C'est des lanceurs d'alerte, c'est des influenceurs, c'est des médias mi-figue, mi-raisin informés, parce que on ne sait plus trop de quel côté se trouve le discours vrai. Alors, c'est une interpellation, c'est une invite à nos autorités pour que les choses n'aillent pas dans tous les sens, d'organiser la communication autour de cette enquête. Nous avons vu un certain nombre de sorties dont nous pourrons probablement parler et qui n'ont pas permis de clarifier un certain nombre de choses. Merci beaucoup, Pierre Blériot. Antoine Awana, avez-vous l'impression que l'enquête concernant l'assassinat de Martinez Zogo piétine? Parfait, ici, je vais toujours me référer du domaine qui est le mien, c'est-à-dire la sécurité. Dans le jargon militaire, on dit ceci. Rendre compte n'est pas trahir. Je reprends. Rendre compte n'est pas trahir. Ouais, donc, je vais un peu abonder dans le même sens que mon frère Blériot. Il dit que lorsque on ne rend pas compte, ça va dans tous les sens. C'est chacun qui voudrait s'approprier de l'information, mais qui n'est pas une information totalement vraie, ni totalement fausse. Et le peuple qui a soif de connaître la vérité, le peuple n'a pas cette vérité-là. Parce que quand on prend le cas d'espèce sur Martinez Zogo, Blériot l'a relevé. Nous avons les informations sur les réseaux sociaux. En quoi est-ce que ces informations sont vraies? On ne sait pas. En quoi est-ce qu'elles sont fausses? On ne sait pas. Est-ce que vous pensez que, rendu à ce niveau de l'enquête, il est peut-être important, opportun, que peut-être un responsable du CED prenne la parole pour faire une espèce de point? Est-ce que si le responsable en question le fait, ou alors le porte-parole du gouvernement, qui est le ministre René Emmanuel Sadi, prend la parole pour faire le point à mi-parcours de l'enquête, est-ce que ce sera biaisé ou alors influencer la procédure? Non, pas du tout. Parce que le problème, c'est que dans ce genre d'enquête, c'est le parquet qui communique. Vous voyez, en France, quand il y a ces choses, le procureur de la République, il communique. Il vous donne l'évolution de l'enquête, jusqu'où ça se trouve. S'il y a des compléments d'information, il va vous dire,
Et puis, l'enquête suit son cours. L'opinion publique reste calme et rassurée. C'est la voie la plus autorisée dans ce genre de choses. Mais quand vous voyez, nous allons aller dans notre deuxième jet de parole. Regardez, l'enquête a été prescrite, je crois, 2 semaines après tout l'assassinat de Martinez Zogo. Au départ, je vais rentrer un peu dans les méandres de cette histoire-là. Au départ, on a retrouvé le corps de Martinez Zogo dans une banlieue, c'est-à-dire à Ebogo 3. Ebogo 3 dépend de Mfou. Tout à fait. Et au départ, on a saisi le parquet de Mfou. Et c'est le procureur Paola qui a commencé cette enquête. Bref, ça s'est arrêté. Après, on a encore ordonné, sur autre instruction du président de la République, une enquête administrative. Parce que ce qui se passe maintenant, c'est une enquête administrative. Sous réserve que on présente les suspects, parce qu'ils sont encore suspects, devant le procureur de la République. Mais puisqu'il s'agit d'un crime, d'un assassinat, et qu'on a utilisé des armes d'État, des moyens d'État, alors c'est le tribunal militaire qui est d'office compétent. Alors, ils ont été présentés dernièrement, je crois la semaine passée, devant le commissaire du gouvernement au tribunal militaire. Et qui joue le rôle de procureur, dans le tribunal civil. Voilà. Et là, la spécificité de la justice militaire au Cameroun, c'est que ça relève directement du président de la République. Et le commissaire du gouvernement rend compte au chef de l'État, pas au ministre de la Justice, garde des Sceaux. Voyez, beaucoup. Je vais vous prendre un peu des positions du communiqué de presse de l'avocat de la défense, c'est-à-dire M. Chunga. Et lui, il a pris des erreurs de procédure. Oui, il parlait qu'il ne sait pas où est la scène du crime. Voyez un peu, ça va dans tous les sens. On va en venir en profondeur sur cette histoire, on va revenir en profondeur. Mais j'ai dit que il aurait fallu, si, comme c'est une enquête administrative, soit un responsable du CEP pouvait communiquer, soit le porte-parole du gouvernement prend des responsabilités sur les informations que le CED devait lui transmettre pour communiquer et informer l'opinion publique nationale et internationale. Notre préoccupation à Antoine Awana, c'est vrai que je ne sais pas si vous êtes dans les secrets de Dieu. Pourquoi avoir d'abord choisi une enquête administrative au détriment d'une enquête judiciaire? C'est simple parce que si on prenait cette histoire-là au niveau judiciaire tout de suite, il y a aussi des soupçons qui pèsent sur le ministre de la Justice, garde des Sceaux. C'est un secret pour personne. Ce n'est pas Awada qui le dit. Les événements nous le disent. Et vous pensez que c'est pour cela que l'enquête bien sûr, attendez un peu. Heureusement que c'est une affaire criminelle, c'est-à-dire un assassinat. Si c'était une affaire purement civile ou alors une infraction pénale, c'est aussi une infraction pénale, comment vous pouvez aller demander au ministre garde des Sceaux de prescrire des enquêtes où lui-même est suspecté? Là, il deviendra juge et partie. Ça ne va pas marcher. Il va faire obstruction au niveau de la justice. Ça pose problème, même jusqu'à présent, parce que il y a un parallélisme qui ne dit pas son nom là, dans cette histoire-là. Parce que les infractions qu'on relève sont en même temps, qui relèvent de la juridiction militaire, en même temps aussi de la juridiction pénale. Très bien. Merci Antoine Awana pour ce premier jet. Je voudrais me retourner vers le sociologue sur le plateau. Alors, justement au niveau de la population, cette population qui vit cette situation, cette population qui a été véritablement choquée par cet assassinat odieux, comment la population peut vivre ces instants? Est-ce que plus la procédure dure, docteur, la population ne commence pas à se lasser et commence à soupçonner le fait qu'on veuille, si j'étais au quartier, j'allais dire qu'on veuille l'embrouiller? On veut embrouiller la population? Donc, la vérité dans l'histoire, c'est que dans cette affaire, l'opinion danse plus vite que la musique. Parce que s'il faut un peu faire la chronologie des événements, oui. La judiciarisation de l'affaire, entre guillemets,
elle est antérieure à l'enquête. Et au niveau donc de la judiciarisation de l'affaire, au niveau de l'espace public, il y avait déjà des coupables, des commanditaires, un certain nombre d'informations comme celle-là. Et parce que donc, cette affaire dont était la judiciarisation de cette affaire était précédée par l'enquête. Lorsqu'arrive l'enquête et que certains éléments qui en sortent plus ou moins se retrouvent parfois en contradiction, voire en opposition totale, c'est ça qui donne l'impression que l'affaire va dans tous les sens. Et naturellement, l'opinion ne pouvait ne pas se saisir de l'affaire compte tenu des circonstances dans lesquelles l'assassinat est survenu et compte tenu du statut de la personne. Parce qu'il faut véritablement le relever, Martinez est un homme de la masse. Quand je parle de la masse, je parle des plus représentatifs du corps social, donc des petits gens du quotidien, qui sont les plus nombreux à la différence de l'élite. Il était adulé par cette masse, et cette masse qui le suivait énormément. C'est-à-dire son absence ne peut que rendre cette masse orpheline. Et la masse ne peut qu'être en droit d'attendre des résultats rapidement. Mais sauf que la réaction de la masse, c'est une réaction émotive et affective. Et c'est normal, il n'y a rien de blâmable là-dessus. Mais la réaction des autorités judiciaires ou administratives ne peut pas être la même. Parce que eux, ils sont tenus par la vérité et la loi des faits. Le juge, l'officier de police judiciaire, lui, il ne mêle pas de sentiments. Il ne mêle pas d'émotions. Il ne mêle pas d'opinion. Parce que l'opinion, pour un homme qui crée des faits, est toujours trompeuse. On ne peut rien fonder sur l'opinion. Du coup, la reprise de l'affaire par des autorités judiciaires ou administratives ne peut pas avoir le même niveau de célérité souhaité par la masse. Parce que lorsqu'on agit émotionnellement, la réaction, elle est prompte. Or, lorsqu'on agit objectivement, la réaction, elle est plus lente. Quelqu'un te dira que c'est discutable. Hein? Oui, Pierre Blériot. Bon, ben... Lorsqu'on agit émotivement, la réaction est prompte. Non, et moi, lorsqu'on agit objectivement, la réaction est lente. c'est pas forcément cet adage que je vais analyser, mais je dis ce qui est en cause ici, c'est la communication. Il y a une obligation de compte rendu. Le compte rendu n'est pas une faveur qu'on nous fait. Encore moins une trahison. Non, que ce soit une enquête administrative ou une enquête judiciaire. Encore que cette enquête montre évidemment que le pouvoir judiciaire n'est pas libre au Cameroun. Je crois qu'aujourd'hui, donc, ceux qui ont bénéficié par le passé de cet état de choses doivent le regretter aujourd'hui. Parce que l'enquête initiée par le chef de l'État ne devait en rien empêcher une enquête judiciaire. À moins que le chef de l'État ait le pouvoir d'interdire une enquête judiciaire. Dans une situation de séparation de pouvoir, il n'a pas ce pouvoir-là. C'est-à-dire que le procureur se saisit de l'affaire et il mène une enquête. Il y aurait donc parallèlement deux enquêtes. L'enquête administrative est bien du ressort du pouvoir exécutif. Mais je dis, c'est pas si on se comprend. Il n'y a aucun pouvoir conféré au chef de l'État pour empêcher une enquête judiciaire. Maintenant, nous sommes devant les faits. À qui ça profite aujourd'hui, on saura plus tard. Donc, ce que nous disons, ce n'est pas tant l'émotion ou la raison d'un côté, c'est le compte rendu. Il n'est pas fait. C'est-à-dire que les gens ne savent même pas où est-ce qu'on en est. Lorsque le docteur dit quand les résultats sont différents de ceux qu'on attendait, il n'y a aucun résultat. OK? On n'a pas de résultat. Tout ce que lui et moi et les autres savons ou croyons savoir, c'est des opinions. On ne peut avoir une certitude que si une autorité compétente monte au créneau et rend compte. C'est pour cela que beaucoup s'indignent
de la prise de parole des avocats de la défense. On devait justement en parler. On va arriver là, peut-être, vous permettrez. Donc, il n'y a aucun compte qui est rendu, alors qu'il y a obligation. Quelle que soit la vitesse que prennent les événements, il faut qu'on nous dise, rendu à tel moment, à plus de 2 semaines, à la 3e semaine des enquêtes, voici les éléments qui ont été recueillis sur le terrain. Voici ceux qui sont présentés comme suspects. Pour telle ou telle raison, nous avons l'idée, nous avons des doutes ou nous avons des présomptions sur leur participation, soit comme commanditaire, soit comme exécutant. On a besoin d'avoir ce genre d'informations. Vous verrez donc qu'en l'absence d'une telle communication, Facebook est devenu le lieu de toute espèce d'invention, d'idées. Vous lisez le matin, on va les libérer. À 13h, l'heure sont recélés, c'est-à-dire différents intervenants, de lanceurs d'alerte. Vous êtes floués, vous êtes dans un océan de fausses informations parce qu'il y a eu un vide, parce qu'il y a un vide. Maintenant, ce déficit pourrait être comblé par qui? Il faut le dire ici, il pourrait difficilement être comblé par les enquêteurs, c'est-à-dire que par ceux qui sont désignés, la gendarmerie et la police. La gendarmerie fait partie de l'armée, c'est la grande muette. N'attendez pas d'un gendarme ou de qui que ce soit qui mène une telle enquête, qu'il prenne le micro pour... Vous n'avez pas observé que ces gens ne communiquent pas beaucoup. C'est pour cela qu'il fallait une commission dans laquelle des personnalités indépendantes, moi je pense, interviendraient et qui serait le relais entre le peuple et les enquêteurs, qui permettrait que les choses n'aillent pas dans tous les sens. Parce que, manifestement, on n'en sait pas grand-chose. Manifestement, on n'en sait pas grand-chose selon vous, Pierre Blériot. Je vous suggère de garder le microphone. Nous avons justement eu la sortie du collectif des avocats, vous le releviez tout à l'heure, de la défense. Ce collectif-là qui s'indigne quand même de la manière dont la procédure est menée. De manière générale, comment avez-vous apprécié cette sortie de ce collectif d'avocats de la défense? Alors, le collectif des avocats de la défense vient essayer de combler un vide. Mais personnellement, j'ai jugé que cette sortie était inopportune. Et pourquoi? Inopportune pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que le collectif d'avocats n'est pas le commissaire du gouvernement. Dans l'enquête dont nous parlons, celui qui semble être le coordonnateur suprême de l'enquête actuellement, c'est le commissaire du gouvernement. En tant que les enquêteurs ont l'obligation de partir du tribunal, de leur bureau vers le commissaire du gouvernement. Je vais faire une petite précision sans être juriste. Allez-y. Lorsque vous êtes au commissariat ou à la brigade, ce n'est encore que des enquêtes préliminaires. Tout à fait. Or, elles ne sont pas conclusives. Les récriminations que l'avocat principal, ou le porte-parole des avocats, fait aux enquêteurs, il les fera devant le commissaire du gouvernement. C'est-à-dire, en termes simples, si Parfait Aïssi estime qu'étant à la brigade de gendarmerie, l'enquêteur n'a pas bien fait son travail, il a violé les procédures, l'avocat de Parfait Aïssi, ce n'est pas au peuple qui va... Il va le dire au procureur le moment venu, que lorsqu'on a interpellé Parfait Aïssi, ça ne s'est pas fait dans... Et c'est au procureur, donc dans le cas de cette enquête, au commissaire du gouvernement, d'apprécier ces éléments-là. Et d'ailleurs, vous verrez bien que le commissaire du gouvernement a ordonné jusque-là la relaxation d'un certain nombre de personnes qui étaient déjà interpellées dans le cadre de cette enquête. Tout à fait. Certaines sont là, encore, on a parlé de complément d'enquête. On lui rend compte directement. Donc, ces avocats, je crois que dans leur rôle précis, ils sont allés plus vite qu'ils ne devraient le faire. Du coup... Est-ce qu'on n'avait pas eu l'impression également que les avocats justement de la défense ont été également mis sous pression? Ils ont eu l'impression qu'il était important de communiquer parce que les gens veulent savoir ce qui se passe. Est-ce qu'effectivement leur client est coupable? Est-ce qu'on a reçu ceci? Est-ce qu'il y a des charges qui pèseraient lourdement sur leur client? Peut-être que c'est nous-mêmes aussi qui avons mis une folle pression à ces avocats. Mais ces avocats sont des professionnels. Je ne suis pas juriste. Pour le cas d'espèce, leurs clients sont encore des suspects.
Oui. Ils sont au CED. Le jugement n'a pas commencé. Je le dis comme ça. C'est-à-dire qu'un avocat ne peut pas, en l'état, commencer à relever les insuffisances de cette enquête. Tout ce qui se fait encore au CED devra recommencer sous la supervision du commissaire de gouvernement. Et ces avocats auront beau jeu d'aller présenter ces arguments. Or, quand vous avez suivi le point de presse, l'avocat principal, Maître Tchungang, a chuté sur une menace. Il dit effectivement qu'ils vont quitter progressivement le terrain judiciaire pour mener le combat sur le terrain de la communication. Il le dit. Il dit que les autres n'ont qu'à bien se tenir. Ça veut dire que la lutte sera une lutte de communication. Et je crois que c'est dans cette perspective qu'ils se sont crus obligés de prendre la parole dans l'espace médiatique et de communiquer. Mais je le dis encore, cette communication ne sert pas beaucoup leurs intérêts. Enfin, elle n'a pas l'effet souhaité parce que cette communication se fera dans un cadre bien précis. Merci Pierre Blériot. Antoine Awana, je présume que vous avez suivi avec beaucoup d'attention cette sortie des avocats de la défense. Comment l'avez-vous trouvé? A priori, je vais dire une chose, c'est que il n'est pas interdit aux avocats de communiquer dans une procédure. Ça se fait comme ça dans tout le monde entier. Nous avons un procès très rocambolesque aussi en Guinée-Conakry. Maître Yumba communique. Il y a des moments où il crucifie Dadis Camara. Il crucifie, il dit que celui-là, c'est un procès que je suis. Il va descendre dans des enfers, il fait ceci, il fait cela. Même les avocats de la partie civile communiquent devant la presse. Ils communiquent. En France, on communique. Mais la seule chose, quand vous faites la communication, il ne faudrait pas que votre communication essaie d'orienter ou de réorienter la procédure. Faites une communication de manière générale, avec un peu des faits, parce qu'ils assistent. Maître Tchungang est là-bas, et il assiste son client, sans toutefois parler, sans toutefois plaider, parce que quand l'affaire sera renvoyée devant le juge, lui, il va soit intervenir à charge ou à décharge. Ceux qui seront à charge seront transférés directement au tribunal pour le jugement, et les autres seront relancés peut-être pour un non-lieu, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais Maître Tchungang, il a allé, parce qu'il est un avocat très subtil, très, très, très subtil. Il faut le suivre. Quand vous le suivez, vous allez déceler beaucoup de choses. Lui, moi, ce qui m'a plu dans cette histoire-là, il a parlé de la scène du crime. Parce que c'est un élément essentiel en matière d'assassinat, de crime. La scène du crime. Pour lui, il ne sait pas où se trouve la scène du crime. Tantôt, on dit au sous-sol de l'immeuble, et quand lui, il a même dit qu'il n'y a pas de sous-sol là-bas. Or, il y a eu un reportage de Vision 4. Quand on construisait cet immeuble-là, on parlait du sous-sol et de, je crois, 10 étages. 10 étages, on a remis. Et ça, c'est une façon de venir, pour parler en français très facile, comme les Camerounais parlent, de venir griller son client. De le griller. Parce qu'il parle de scène de crime. Mais autre chose. S'il dit qu'il n'y a pas de sous-sol là-bas, oui. Parce que c'est lui qui nous amène déjà dans la profondeur de la question. Effectivement, c'est là où... Si l'avocat a dit qu'il n'y a pas de sous-sol de ce côté, oui. Et que finalement on se rend compte qu'il y a un sous-sol. Il y a bel et bien un sous-sol, puisque... Est-ce que ça ne créera pas un autre problème? Ça va créer, non, c'est là où je voulais en venir, parce que c'est l'élément qui m'a beaucoup intéressé. Et c'est là où je parle comme les Camerounais qu'il est en train de griller, croyant défendre son client, il est en train d'enfoncer son client. Puisque l'architecte qui a conçu cet immeuble-là, Monsieur Soso, il a décrit le plan de construction de cet immeuble. Un immeuble avec sous-sol. C'est une interview. Lorsque le président de M. Amouk Belinga allait visiter le chantier, il y avait une cohorte de journalistes de Vision 4 qui sont allés là-bas. On a interviewé le président du groupe L'Anecdote, on a interviewé M. Soso, l'architecte, et les autres. Ils ont bien, surtout Soso, bien confirmé qu'il y a un sous-sol au niveau de l'immeuble Ekan. Et Maître Tchungang dit qu'il n'y a pas de sous-sol. Il n'y a pas de sous-sol. Donc, lui, il pose un problème de la scène du crime. Pour lui,
le crime n'a pas été commis au sous-sol de l'immeuble quand, puisque ça n'existe pas. Lui parle plutôt de parking. Alors, mais je lui pose une question. Où est-ce qu'on a retrouvé le corps de Martinez Zogo? Ça est beaucoup. Alors, c'est pas le lieu. C'est pas le lieu. C'est pour cela que vous voyez que, aussitôt quand on a découvert ça, alors, le tribunal compétent était inéluctablement le tribunal d'un fou. Mais le problème qui se posait là-bas, c'est que quand on va constater le genre de mort, il faut un médecin légiste. Or, en fou, à ma connaissance, il n'y a pas de médecin légiste là-bas pour déterminer le genre de mort. Voyez des difficultés qu'il y a dans cette histoire-là. Oui, Maître Xundiang, que je respecte beaucoup, mais lui, il est allé dans les erreurs judiciaires. Et vous voyez que en matière criminelle, quand il y a une erreur de procédure, ça annule. Et il n'y a pas de nullité relative là. C'est une nullité absolue. Ça annule la procédure. Très bien. C'est pour cela qu'il a orienté sa conférence de presse sur ça. Et avec un point essentiel, c'est-à-dire la scène du crime. Mais mal lui en a pris. On a apporté un démenti cinglant. Celui qui a conçu l'immeuble, il a dit, mon immeuble, c'est un bâtiment avec sous-sol plus 10 étages. Merci beaucoup, Antoine Awanam. Docteur Noir, est-il possible que malgré tout ce qui a été dit, malgré tout ce qui est fait, qu'à la fin, cette fameuse enquête ne produise rien? Est-ce que elle produira quelque chose? J'ai l'impression que vous avez du mal à parler. Non, non, pas du tout. Elle produira quelque chose. Mais maintenant, est-ce que le résultat sera en fonction des attentes des uns des autres? Voilà, vous connaissez les attentes des uns des autres, si ce n'est la manifestation de la vérité? Ce qui est sûr, les attentes sont divergentes. Ça, c'est certain. Mais c'est peut-être qualifier ces attentes-là ou bien les caractériser qu'il était possible au stade actuel. Mais ce qui est sûr, il y en aura des conclusions. De toutes les façons, l'autorité qui a prescrit l'enquête administrative, l'autorité suprême du chef de l'État, a déjà communiqué à travers le RGPM. Ce qui est certain, c'est que... Le RGPR, justement. Ce qui est certain, c'est qu'il y aura une autre communication. Maintenant, est-ce que les gens y trouveront leur compte à l'issue de cette enquête? Là, ou alors, parce que depuis un certain temps, nous avons eu l'impression que c'est le SGPR, le ministre d'État, qui communiquait sur cette affaire. Il nous a d'abord annoncé que l'enquête était ouverte et qu'elle devait être conjointement menée par la police et la gendarmerie. Par la gendarmerie, en collaboration, pour utiliser ces termes, avec la police. Ça a été la première information que le SGPR nous a donnée. La deuxième grande information qu'il nous a redonnée est que certaines personnes ont été interpellées et d'autres seront encore interpellées. Moi, je pense que il faut que le SGPR fasse encore une autre sortie, docteur, pour qu'il nous dise à quel niveau nous sommes rendus. Lorsque le RGPR parle, il faut considérer que c'est le président lui-même qui parle. Tout à fait. Dans la tradition administrative et gouvernementale qui est la nôtre, et c'est particulièrement celle du président de la République, rarement il prend la parole. Et la plupart du temps, il communique par l'entremise de son RGPR. Et vous allez même voir, même au niveau de la primature, c'est presque la même culture ou bien la même pratique qui est en vigueur. La plupart du temps, c'est pas le Premier ministre qui parle directement au secrétaire général. RGPM. Donc, le RGPR parlera si jamais le chef de l'État lui communique, lui demande de parler. Lui demande de parler. De lui-même, il ne peut pas prendre l'initiative. Ne peut pas prendre l'initiative. Et je pense que, au vu de la personnalité du président de la République, c'est quelqu'un qui est caractérisé par une réaction lente. Est-ce que ces réactions lentes nous servent véritablement en pareille circonstance, au moment où apparemment le peuple a soif de connaître la vérité? Si vous observez bien, le président il est égal à lui-même. Depuis 1982, c'est quelqu'un qui a toujours eu une réaction lente et qui est en divergence la plupart du temps avec ses concitoyens qui pensent réellement La question est celle de savoir si cette attitude sert le peuple. Bon, est-ce que cette attitude sert le peuple? C'est un avantage ou alors un inconvénient?
Là, je ne peux objectivement le dire, mais ce que je peux dire par contre, c'est que il n'a jamais divergé de cette attitude. Si vous remarquez, chaque fois, souvenez-vous par exemple, lorsque la crise du Nouveau, à ses débuts, il y a eu la même pression pour qu'il prenne la parole. Mais il a toujours pris la parole à son timing, à son temps voulu. Donc, c'est quelqu'un qui a ses habitudes et qui est fidèle à ses habitudes, qui rame toujours, la plupart du temps, à contre-vent de l'opinion. Maintenant, la question de savoir, est-ce que réellement, ça sert le peuple? Ça, c'est une autre question. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il le fait depuis 40 ans et il le répète à chaque fois. Merci beaucoup, docteur Noir. Pierre Blériot Niémec, question simple. Hein. Cette enquête est vraiment si compliquée? Oui, cette enquête semble très compliquée parce que, à ce qui nous revient, elle met en cause des personnalités de très haut rang. Et ce sera peut-être une enquête inédite au Cameroun qui pourrait mettre en cause des personnalités d'un tel niveau et qui pourrait être menée de bout en bout. Je l'ai fait remarquer, le docteur dit ce que l'opinion attend. Je crois que de manière simple, ce que tout le monde doit attendre, c'est la vérité. Si dans l'euphorie, si dans la manipulation ou encore dans toute autre forme de sentimentalisme, les gens ont certaines attentes, il faut que tout le monde se dise que nos attentes peuvent être non satisfaites parce qu'elles peuvent ne pas correspondre à la vérité. Mais il faut exiger, il faut maintenir la pression pour que la vérité vraie, elle existe, soit su. Cette enquête est d'autant plus compliquée que même les attitudes au sommet de l'État ont montré que l'enquête était compliquée. Vous avez posé une question ici avant. Pourquoi l'enquête a été retirée des mains du pouvoir judiciaire? Parce que visiblement, aucune enquête judiciaire ne se mène en ce moment. Cela montre, et le copanéliste l'a subodoré, que le pouvoir judiciaire pourrait être compromis dans cette enquête. Si tel est le cas, est-ce que nous n'avons pas, par exemple, au Cameroun, des mécanismes qui permettent d'avoir de sortes d'enquêtes indépendantes? Et j'en appelle encore ici, donc, à ceux qui nous parlent tout le temps de la démocratie. Lorsque vous avez le pouvoir, faites en sorte que les lois soient bonnes. Faites en sorte que le pouvoir judiciaire soit indépendant. Tout le monde en gagnerait. Vous voyez, aujourd'hui, certains se plaignent. Mais ils ont profité, ou ils profitent souvent de ce genre de manigance. C'est-à-dire que lorsque le pouvoir judiciaire n'est pas libre, on peut tout craindre. Est-ce que notre sort est entre les mains des gens qui peuvent décider d'en faire ce qu'ils veulent? Actuellement, nous avons une enquête criminelle. Elle est confiée à des enquêteurs qui, eux, n'ont pas le droit de nous rendre compte. Celui qui a initié l'enquête, on vous dit ici qu'il a son timing. C'est-à-dire qu'il peut venir dans 4 ans. Vous voyez, c'est sérieux. Mais c'est pas moi qui suis sérieux ou pas. Il peut venir dans 4 ans, vous rendre compte. Alors, vous voyez que ça nous fait rire. Mais est-ce que le peuple n'a pas droit à la connaissance vraie? Dans le cas de cette enquête, il serait bon que les choses se passent dans les règles de l'art. Là où elles ne se sont pas bien faites, qu'on rectifie. Parce que, personnellement, c'est vrai, mon point de vue ne compte pas beaucoup. Je n'ai pas un coupable désigné. Je n'attends pas que tel ou tel soit arrêté. J'attends que la vérité soit faite. Et je l'ai dit à quelqu'un, si on venait à découvrir que c'est mon père géniteur qui a tué Martinez Zogo, je lui retire à l'instant même toute affection, toute sympathie, toute compassion. Parce que quel que soit l'individu, la personne ou le groupe de personnes qui ont orchestré l'assassinat de Martinez Zogo, ces individus ne sont pas des êtres humains. Ils ne sont même pas les animaux, parce qu'on n'a pas encore vu des animaux s'acharner sur d'autres animaux de la même espèce. C'est-à-dire que des lions attrapaient un lion et lui faire ce que des êtres humains supposés ont fait à Martinez Zogo. Donc, s'il y a une piste qui serait fausse, il serait bon pour l'intelligence de tout le monde, pour la
bonté même pour la justice universelle, que la fausse piste soit dévoilée et que nous nous retrouvions sur la bonne piste. De toutes les façons, le président de la République a pris l'engagement de mener cette enquête à bout. Nous allons maintenir la pression pour découvrir la vérité. Je crois qu'on ne va pas nous inventer comme aux États-Unis n'importe qui pour nous dire que bon, comme à tout prix vous voulez un coupable, voici un coupable. C'est-à-dire on prend M. Niemek maintenant, on dit que bon, voilà, c'est le coupable, c'est lui qui a assassiné Martinez Zogo. Non, il faut que cette enquête soit menée dans les règles de l'art. Merci beaucoup. Hein. Oui, docteur, vous voulez réagir? Je voulais préciser Allons-y. il faut toujours prendre les sociétés dans leur contexte. Oui. Et lorsqu'on veut analyser une société, il faut toujours la mettre en parallèle avec ce contexte. Son contexte qui est propre et non notre contexte. C'est quoi notre contexte en matière judiciaire ou bien dans le cadre des grandes affaires judiciaires? C'est que si vous prenez toutes les autres affaires judiciaires, par exemple les affaires relatives à l'épervier ou bien autres, vous allez remarquer que les insuffisances qu'on dénote aujourd'hui dans le cadre de cette affaire relativement à l'assassinat de Martinez Zogo se répètent à ce niveau-là. Notre administration, c'est d'abord une administration caractérisée par le mutisme. Lorsqu'on parle généralement de l'armée comme la grande muette, mais en réalité, c'est toute l'administration camerounaise qui est une grande muette. Oui, dans cette administration-là, pour nous, par exemple, qui sommes des chercheurs, on peut vous dire que quelquefois, il est même difficile d'obtenir une information qui a même été rendue publique. C'est-à-dire qu'il y a eu une information qui est sortie, elle a même été publiée par voie de presse, mais lorsque vous venez la chercher plus tard, les procédures administratives dans lesquelles on vous soumet, vous-même vous comprenez que là, vous êtes en train de perdre votre temps. Vous allez voir donc, dans toutes ces affaires judiciaires, là, si vous prenez par exemple les affaires de l'opération Épervier, on ne communique jamais. On est toujours dans l'expectative. C'est toujours des comptes rendus de la presse ou bien des lanceurs d'alerte ou des leaders d'opinion dont on se contente. Et à chaque fois, généralement, toujours, la phase de jugement, lorsqu'elle aboutit, elle est toujours viscéralement en divergence avec ce qui a été préalablement révélé ou recensé par la presse et les lanceurs d'alerte. Merci beaucoup. Hein. Nous allons lire les nombreux messages de téléspectateurs. Bonjour parfait à ici, ainsi qu'à ton impressionnant panel. Belle émission. Affaire Martinez, ça va vraiment dans tous les sens. Un collège d'avocats devenu collège des magistrats. Un soi-disant brillant avocat devenu commissionnaire du gouvernement quand il faut défendre son gombo à tout prix et à tous les prix. Honte pour mon pays. Même la justice divine rendra le verdict dans cette affaire-là. Sa Majesté Samuel Elvis de Yaoundé, il continue en disant « Oui, parfait, c'est toujours l'argent là qu'on cherche, même avec le sang humain, l'argent et le luxe ne sont que illusions. » Sa Majesté Samuel. Autre message ce dimanche. Bonjour, Perfecto et ton panel. S'il vous plaît, prenez les choses au sérieux, car nous ne voulons plus perdre les dignes fils de la nation comme vous. En ce qui concerne l'affaire Martinez-Zogo, pour moi, cette enquête n'aboutira à rien, comme les autres. Ils veulent juste nous endormir par le temps. Bon dimanche à vous, c'est Ondoa depuis Ombessa. Autre message. Bonjour, parfait. Quel est le bilan? Non, c'est un autre message, hein. Le message qu'il envoie aujourd'hui, atteignant 7454 signatures avant la fin de la journée. Pouvez-vous signer maintenant? Bonjour, parfait. Prends au sérieux la menace diffusée par un de vos collègues. C'est Idriss depuis Ngambé Tika qui envoie le message. Et il m'envoie le numéro de la personne qui me menace. Autre message ce jour. Bonjour le panel. L'enquête sur l'assassinat de Martinez Zogo piétine peut-être à cause des lenteurs judiciaires, mais cela ne surprend pas bon nombre de Camerounais, car on a toujours été habitué à entendre qu'une enquête est ouverte, mais à la fin rien. J'en veux pour preuve l'enquête sur l'assassinat de l'évêque Monseigneur Benoît Bala.
Autre message ce jour. Bonjour au panel. Je me demande comment un bâtonnier peut prendre sur lui de dire qu'un immeuble de 10 étages n'a pas de sous-sol. Un immeuble de plus de 7 étages ne peut tenir sans un sous-sol. Autre message ce jour. Bonjour parfait Haïti et bon dimanche à tous. Pour l'affaire de Martinez-Zogo, je veux juste rappeler au gouvernement que le monde entier attend toujours la vérité sur ce dossier. Trop c'est trop, parce que rien ne peut dépasser les services secrets au Cameroun. Cette fois-ci, respectez les instructions du chef de l'État parce qu'il vous tient à l'œil et son peuple est derrière lui. C'est Daniel Abalmayo qui envoie le message. Autre préoccupation, bonjour Perfecto, ce que dit Blériot est très vrai. La séparation de pouvoir n'est pas visible. En principe, il devrait y aussi avoir une enquête judiciaire. Monsieur Haïti, il faut également noter que le ministre de la Justice n'est pas du pouvoir judiciaire, il est de l'exécutif. Aboubakari Adamou de la ville de Garoua. Autre message ce dimanche. Bonjour au sac de modérateur Perfecto, le journaliste du peuple, l'incorruptible passionné du micro. Bonjour à tout le panel et bonjour à Blériot. Perfecto, as-tu déjà vu quelqu'un d'intouchable? Oui, tu l'es et le sera jusqu'à tes vieux jours vers le conteneur, vers le centenaire. Ceux qui assassinent, comme le cas de Martinez, sont à leur dernier forfait du genre et vont tous aller en prison, qu'ils soient qui qu'il soit. C'est vraiment bête d'avoir un peu d'argent et croire détenir une certaine force de déstabilisation. Même la mouche qui s'approchera de toi avec de mauvaises intentions sera détruite séance tenante. Tu peux avoir confiance et vaquer tranquillement à tes nobles occupations. Info TV en général est intouchable et qui s'y frottera pour le tester s'y piquera immanquablement sur le champ. Chez nous, on dit souvent que le Songo a des obstacles. Personne d'entre eux ne manquera d'entrer à Kundangui. C'est le King de Yaoundé qui envoie le message. Au niveau du 7, les enquêtes ont un très bon rythme d'ailleurs, car effectivement, le commissaire du gouvernement n'a pas tous les éléments et surtout la bonne traçabilité des commanditaires. Il y a de hauts commis qui arrivent et leurs déclarations devront être en même temps chez le commissaire du gouvernement. Tchungang a toujours été plus poignant devant les honorés d'avocats qu'à bien manipuler une procédure criminelle. Il ne sait même pas qu'il expose et a accusé lui-même son client de commanditaire. Quand vous savez analyser les déclarations d'un avocat, il a livré son client. Autre message ce jour. Bonjour à vous sur le plateau, j'espère que chacun de vous se porte bien. Parfait ici est un monsieur à saluer, à respecter et à aimer, que ces petits sorciers qui ont l'intention de lui porter préjudice ou alors de porter atteinte à sa vie aillent au diable. Des lâches qui ne peuvent pas s'assumer, des vampires qui pensent qu'ils ont le droit de décider qui doit vivre ou qui doit mourir, des assoiffés de pouvoir et d'argent, des gens sans scrupules périront et ce ne sera pas la faute de Parfait Haïti, mais de votre suffisance et de votre idiotie. Ce monsieur Parfait Haïti n'a rien à se reprocher et vous ne lui ferez rien. Que tous ceux qui ont participé de près ou de loin à l'assassinat de Martinez-Zogo ne restent pas mourir. Que leur argent et leur pouvoir les épargnent de la mort et les rendent immortels. Vous périrez tous et les portes du royaume de Dieu vous seront fermées. Vous périrez en enfer, vous tous des lâches. Alors, on me signale au téléphone, c'est qui? C'est Hervé Magnolcom ou Mécalix Beyala? Hervé Magnolcom. Bonjour Hervé Magnolcom. Hervé Magnolcom, bonjour. Nous avons un problème de retour, pourtant Hervé Magnolcom est bel et bien connecté. Hervé Magnolcom, bonjour. Notre technique va s'atteler à nous mettre une meilleure connexion avec Hervé Magnolcom qui est du côté de Douala. Antoine Awana
je vous pose une autre préoccupation. Hein. Dans le cadre de cette affaire, est-il possible que l'enquête puisse être biaisée? Oui. Je crois que nous tendons vers cette option-là. Ah, nous tendons vers cette option? Que l'enquête soit biaisée. Tout à fait, parce que à suivre des positions, des contre-positions des uns et des autres, à suivre des changements de méthode d'enquête là-bas, à suivre plusieurs ramifications. Antoine Awana, oui. Nous repartons à Douala où nous attend depuis quelques minutes déjà Hervé Emmanuel Com. Hervé Emmanuel Com, bonjour. Hervé Emmanuel Com, bonjour. Décidément, problème de connexion ce matin. Il faut dire que le réseau au Cameroun, ce n'est pas véritablement une bonne affaire depuis un certain temps. Mais nous allons insister pour avoir Hervé Emmanuel Com, son avis compte. Antoine Awana, c'est vous qui aviez la parole. Tout à fait. Je disais que l'enquête a de fortes possibilités d'être biaisée au regard d'abord même des enquêteurs, au regard du déroulé de cette enquête, au regard des différents auxiliaires. Est-ce que vous ne faites pas déjà des faux procès? Non, ce ne sont pas des faux procès. Les faits sont là. Vous faites des procès en sorcellerie aux enquêteurs? Non, les faits sont là. Les faits sont là. Ils sont têtus. Je vous prends un exemple banal. Hein. Vous dites que les faits sont têtus. Oui, les faits sont là, ils sont têtus. Comment vous savez que les faits sont têtus? L'enquête. Vous avez quel fait, M. Awana? Je vous donne ces faits-là. L'enquête, au départ, c'était l'enquête de l'assassinat de Martinez Zogo. Elle n'a pas changé? Elle a changé parce qu'on a ajouté encore l'atteinte à la sécurité de l'État. Et j'ai lu quelque part, on parle encore des histoires de faux et usage du faux. Avec les mêmes auteurs. Finalement, quelle infraction on va retenir là-bas? Dites-moi. Tantôt des arrestations, on prend des gens qui étaient impliqués dans l'autre assassinat, l'assassinat de Brian Fromore. Qu'est-ce que ça vient chercher au niveau de l'enquête d'assassinat de Martinez Zogo? Vous pensez que cela est de nature à perdre l'opinion? Non, mais vous avez utilisé votre expression, ça embrouille l'opinion. On ne sait plus si on est sur l'enquête de Zogo, ou sur l'enquête du faux et usage du faux, ou sur l'enquête sur l'atteinte à la sûreté de l'État, ou sur l'enquête sur l'assassinat de Brian Fromore. Parfait, dites-moi, nous ne sommes pas, vous n'êtes pas dupes. Vous n'êtes pas dupes. Quand on dit ces choses-là, ça va déjà dans tous les sens. Est-ce que l'enquête ne peut pas se focaliser uniquement sur l'assassinat de Martinez Zogo et laisser de côté les autres ramifications? Ça, je me pose cette question. Je ne sais pas. Les enquêteurs ont peut-être le privilège de nous le dire. Mais alors, quand on auditionne des gens, surtout, j'ai même lu quelque part, on parle encore du trafic d'armes. On parle d'une intelligence avec une puissance, avec un pays étranger. Mais ça va dans tous les sens là-bas. Peut-être ce sont des choses que certains écrivent également, peut-être sans aucun élément de preuve. Mais non, attention, il y a eu un fait très rocambolesque qui s'est passé où? Je crois que c'est Maître Tchinjan qui l'a révélé. Au Canayap. On a auditionné une dame là-bas ou des dames là-bas, qu'on a même incarcérées. Antoine Awana, oui. On repart à Douala. À Douala, oui. Hervé Emmanuel Com, bonjour. Bonjour, parfait. Bonjour à vos invités et puis bonjour à tous les téléspectateurs d'Info TV. Hervé Emmanuel Com est homme politique, il soutient le RDPC. Hervé Emmanuel Com, nous parlons encore ce matin de cet assassinat odieux de Martinez Zogo. Pour une certaine opinion, l'enquête va dans tous les sens et l'enquête semble piétiner. C'est également votre avis? Non, c'est un peu pas mon avis, mais je pense que l'enquête est plutôt en train de revenir dans le sens de ce que c'est qu'un état de droit, comme l'est notre pays.
C'est-à-dire que tout le monde doit se ressaisir et que les émotions ne précèdent pas les actes juridiques. Vous savez, la justice est un instrument non seulement de démocratie, mais c'est une structure qui garantit la sécurité nationale. Et lorsque vous avez dans un dossier criminel des mises en cause fondées ou pas fondées des personnalités qui participent à la sécurité nationale, je crois qu'il faut faire très attention. C'était ça notre inquiétude au départ, la mienne surtout. Et là maintenant, je pense qu'on revient dans l'organisation normale, c'est-à-dire tout doit se faire dans la sérénité, dans le respect des présomptions d'innocence et dans le respect des institutions de sécurité de notre pays. On ne peut pas parler d'une façon aussi légère comme certains médias le font ou comme on a entendu certains de la DGRE, de la sécurité présidentielle, de l'institution militaire. Je crois qu'il faut faire attention. Donc moi, je pense qu'on est revenu, on revient dans la norme et nous sommes tous d'accord. Il faut, trouver l'assassin ou les assassins de Martinez Zogo, notre compatriote, de les punir conformément à la loi. Et personne ne peut être protégé dans cet objectif. Voilà, je crois que c'est la sérénité. Mais lorsqu'on commence à faire des réquisitions dans les réseaux sociaux, les gens qui n'habitent même pas le Cameroun, qui n'ont même pas mis les pieds depuis, nous disent ce qui va se passer dans 2 jours, dans 3 jours, et que ça donne l'impression que c'est comme ça. Alors là, on avait des raisons de s'inquiéter en disant que ça ne peut pas continuer comme ça. Hervé Emmanuel Ocom, au regard de ce qui se passe, cette enquête est-elle si compliquée? Écoutez, elle est d'abord compliquée pour la simple et unique raison que jusqu'à présent, on ne nous a pas encore montré le ou les assassins de Martinez Zogo. Et il faudrait qu'on arrive là. Et dans la logique, normalement, ce sont les assassins, l'assassin ou les assassins qui indiquent s'il y a des commanditaires. C'est ça, hein, il ne faut pas inverser la bouteille. L'ordre judiciaire, moi j'ai appris en sciences criminelles qu'on ne désigne pas quelqu'un parce qu'il n'aimait pas l'autre et qu'on dise qu'a priori c'est lui qui l'a fait. Ça rentre dans la sphère de l'enquête, mais pour arriver à dire normalement que tel est mêlé à une affaire, il faut avoir un début de matérialité de ce qu'on va dire. Et c'est ça ça allait dans tous les sens parce que vous aviez des procureurs de bar, des réseaux sociaux qui sont à Paris et qui nous disent comment ça va se faire, qui on va enlever, qui est inculpé, qui sera non. Nous sommes un État souverain et fort. Et le président, en prenant la mesure qu'il a prise, c'était une mesure pour faire cesser les troubles à l'ordre public que constituait le caractère dispersé de ce qui se disait autour de l'assassinat d'autres compatriotes. Mais une chose est sûre, et la volonté politique a été réaffirmée par le président, il faut retrouver le ou les assassins de Martinez Zogo. Et évidemment, quand je dis, s'il y a une organisation derrière, il faut mettre la main et puis faire subir la rigueur de la loi. C'est ça, la justice qu'on souhaite et la volonté politique ferme du président. En plus, certains avaient donné l'impression que le RDPC protégerait ou aurait participé. C'est faux, absolument faux. C'est comme moi je vous dis, c'est mon point de vue et même du point de vue de notre mouvement, le RDPC est contre toute forme de criminalité, surtout d'enlever la vie à un compatriote dans les conditions que nous avons vues en plus qui sont à la limite de l'animalité. Donc, vous aviez des partis politiques que je ne vais pas nommer, désignés chez vous, qui s'étaient transformés en procureurs. Et maintenant, il faut marcher arrière parce qu'ils ne maîtrisent pas et on leur a dit, attendez, quand les vraies enquêtes vont commencer, il faudra que chacun reste à sa place. Donc aujourd'hui, tout le mouvement accusatoire dispersé et qui amène des histoires qui sont plus fondées sur la haine, les émotions, les sentiments qu'on a vis-à-vis des autres, c'est inutile et ça trouble l'ordre public. Et ça fait même entrave. Ça ferait même entrave à l'enquête, je vous ai dit ça la dernière fois. Hervé Emmanuel Ocom, et c'est la dernière préoccupation au regard de ce que nous avons eu lors des années antérieures où les résultats d'enquête n'ont jamais été rendus. Ne sommes-nous pas en droit de craindre que pour le cas Martinez Zogo, que cette affaire soit également étouffée et au finish, pas de résultats d'enquête? Non, parfait, je voudrais te rassurer. Cette affaire, par les conditions dans lesquelles ça nous a été présenté, la barbarie et tout, il y va de l'honneur du Cameroun
de sa cohésion intérieure et de sa respectabilité internationale. Non, on ne peut pas étouffer cette affaire. Ça peut mettre le temps, parce que le temps de la justice est un temps particulier. Il ne faut pas introduire la précipitation pour satisfaire quelques émotions, mais le temps de la justice et la volonté sont fermes. Cette histoire ne peut pas rester comme ça. Ça, je peux vous assurer qu'il faut qu'on retrouve le ou les assassins de notre jeune compatriote et qu'ils soient sanctionnés. Maintenant, si on débouche, je dis si avec un S, si on débouche sur des constats que l'appareil d'État ou certaines personnes auraient utilisé, eh bien, on va entrer dans une dimension politique qui, elle aussi, devrait être sanctionnée. Elle devrait être sanctionnée. Ça n'a même pas discuté, ne craignez pas. On trouvera, la République va rester debout. Et pour qu'elle reste debout, elle doit nous conforter dans notre sentiment de confiance en la justice et dans notre sentiment de sécurité. La sécurité, c'est d'abord un sentiment avant de devenir une affaire d'armée, de police. C'est d'abord un sentiment. Il ne faut pas que ce sentiment soit malmené par le fait qu'on dirait qu'on ne peut pas trouver ce qu'ils ont fait. Non, parfois, en tout cas, moi, j'ai fait confiance à la justice de mon pays et la volonté du président, la République est ferme là-dessus. De toute manière, on trouvera le ou les assassins de Martinez-Zogo. Même s'ils rentrent dans le fond des océans, on va les trouver. Hervé Emmanuel Com. Oui. Info TV vous dit merci. Merci beaucoup, cher ami, et courage. J'ai entendu quelques interventions avant. Les correspondants des auditeurs, ne vous laissez pas malmener. Faites votre travail, vous êtes un professionnel et vous êtes respecté à cause de votre professionnalisme. Vous avez ma confiance et mon amitié. Bon dimanche. Merci beaucoup Hervé Emmanuel Com, qui intervenait donc à partir de Douala. Nous l'avons dit, c'est un homme politique et même un leader d'opinion. Il soutient les idéaux du RDPC. Alors, à toi Nawana, c'est vrai que Hervé Emmanuel Com nous recadre un peu, c'est-à-dire recadrer entre guillemets. Dans le cadre de cette procédure, dans le cadre de cet assassinat de Martinez, nous avons eu la nette impression que nous voulons absolument avoir les têtes des commanditaires, ce qui n'est pas mauvais, et nous avons oublié la voix des exécutants ou bien des assassins. Ouais. Je crois que je vais dire bonjour d'abord, bonjour très très républicain à notre cher aîné Hervé Emmanuel Com, que j'apprécie beaucoup. Il est resté toujours constant dans sa posture, c'est très bien. Bon, ce que je voudrais dire, c'est que c'est vrai, c'est l'objectif que le peuple camerounais, en particulier, et l'opinion internationale en général, souhaite, c'est-à-dire qu'on retrouve les coupables ou le coupable de l'assassinat de Martinez-Zogo. Ça, c'est vraiment le souhait. Mais en ce qui concerne l'enquête pose beaucoup de difficultés dès le départ même. Je crois que Hervé l'a souligné tout à l'heure là, et je suis d'accord avec lui. Il faudrait que l'État du Cameroun, qui a encore ses moyens régaliens, fasse à ce que les enquêteurs remontent toutes les informations à la source pour d'abord nous donner de manière claire l'identité de ces assassins. Nous ne connaissons pas, parce qu'il a évoqué un problème là, le problème de la présomption d'innocence, mais je vais lui dire que lui c'est un criminologue. Je crois que nous sommes en matière criminelle, hein. Là on n'a pas besoin trop de mettre l'accent sur cette histoire de présomption d'innocence quand il y a eu mort d'homme. Voilà. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est une enquête qui dérange. Pourquoi? Parce que Martinez-Zogo avait un problème, c'est-à-dire il dénonçait tout ce qu'il faisait, une prévarication sur la fortune publique, avec des lignes que vous connaissez, que tout le monde sait. Alors, dans ces lignes-là, il y a eu donc des personnes dont il citait font partie de ce gouvernement, sont encore en poste. Ça crée des problèmes. Ça pose même problème aux enquêteurs. C'est pour cela, même si on passait par l'information judiciaire, bon, sauf que quand ça va au tribunal militaire, je vous l'ai dit, la justice militaire relève directement de la présidence de la République. Tout à fait. Voilà. Mais si c'était des enquêtes civiles,
ou alors simple infraction pénale, là, c'est le parquet. Et le parquet, là-bas aussi, a à sa tête quelqu'un qu'on suspecte, j'ai dit entre guillemets, pour le moment, toutes les responsabilités ne sont pas encore établies, c'est-à-dire le ministre garde des Sceaux. Lui aussi, étant là, s'il s'avère que c'est vrai, permettez-moi l'expression. Oh, mais alors, aussi, si, avec grand S. Ah oui, Comme, si, avec comme Hervé, mon ami Emmanuel aîné, mon cher aîné, Hervé Emmanuel comme, s'il y avait si, avec grand S, alors ça posait encore un autre problème. Lui étant le patron de la justice, il va automatiquement, inéluctablement, inexorablement faire obstruction à la justice. C'est pour cela que cette enquête, pour ma part, ça crée des problèmes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la plus haute autorité qui peut trancher, autorité de l'État qui peut trancher cette affaire-là, c'est-à-dire le président de la République. Il a presque une enquête. Mais, pourquoi ça va dans tous les sens et qu'on se retrouve, comme Hervé disait tout à l'heure là, avec des procureurs dans les réseaux sociaux, des juges dans les réseaux sociaux qui condamnent tout le monde à tous les sens? C'est parce qu'il n'y a pas de communication. On l'a suffisamment dit. Blériot l'a dit et je l'ai approuvé. Et je vous ai dit que dans le jargon militaire, on dit rendre compte n'est pas trahir. Il faut rendre compte. Comme c'est une enquête administrative pour le moment, je crois que le porte-parole du gouvernement doit être dans ses droits, ne serait-ce que pour dire comment cette histoire se déroule là-bas, sans toutefois, parce que l'information judiciaire est secrète, sans toutefois entrer dans les méandres de cette justice-là. Et le président lui-même, moi je le prends au mot ici, il disait en son temps que la rumeur vient d'en bas, mais la vérité vient d'en haut. Et c'est lui qui détient cette vérité-là. Il n'a qu'à dire. Le peuple aussi a le devoir de tout savoir. Alors les officiels ont l'obligation de tout lui dire, pour que ça n'aille pas dans tous les sens. Voilà à peu près ce qui dérange dans cette histoire-là. Merci beaucoup, Antoine Awana. Le peuple a le droit de savoir. Oui. Docteur Noa, je vous amène sur un autre terrain, tout en restant dans le cadre de l'assassinat de Martinez Zogo. Lorsque nous regardons également les attitudes de certains hommes de médias, y compris de ce que l'on appelle depuis un certain temps des influenceurs et des lanceurs d'alerte, nous avons eu la nette impression que l'argent circule. J'ai peur de dire, beaucoup prennent l'argent du sang. Est-ce que l'argent circule? Bon, la vérité, c'est que dans cette affaire... Les noms sont donnés, hein? Bon, et les montants. Bon, jusqu'au compte bancaire. Voilà. Moi, le sociologue que je suis ne parle que des faits qu'il peut vérifier. Voilà, des faits aussi. Voilà. Donc... On vous donne le compte bancaire, c'est un fait. C'est un fait. Inéluctable. Avec le nom de la banque. Le sociologue n'aime pas les comptes bancaires. Moi, je ne peux pas recouper cette information, mais ce que je voulais dire, c'est que dans le cas... Même Martinez Zoro, je vous coupe pas avec votre permission, c'est pas poli avec votre permission. Même Zoro a fait une correspondance où il avait donné les numéros de compte, des virements, des montants de virements, et puis les banques qui ont reçu ces virements. Le document a circulé. Il a même envoyé ça à la cour d'appel, monsieur le sociologue. Je crois qu'il faut comprendre ces choses-là comme ça. D'accord, on est étouffé par le sociologue. Je l'étouffe pas. Je le respecte beaucoup. Non, ce que je voulais dire, c'est... dans le cas de cette affaire, on a l'impression justement que entre les réseaux sociaux et les médias classiques sont sur le même piédestal. Parce que le travail des uns et des autres, il est très similaire. Lorsqu'on parle de fake, je voulais essentiellement, les fake, le vocable fake est davantage même une appropriation, une caractéristique des réseaux sociaux. C'est-à-dire, c'est avec l'avènement des réseaux sociaux que ce vocabulaire-là, ou bien que cette sémantique se sédimente, si je peux le dire ainsi. Et si donc on se retrouve donc dans une situation où et les réseaux sociaux et les médias classiques se retrouvent en train de s'abreuver dans les mêmes sources, ou bien se retrouvent en train de parler à l'unisson, c'est aussi une telle situation qui, à mon avis, qui crée toute l'embrouille ou bien toute la confusion que nous avons à l'heure actuelle. Moi, mon propos préliminaire était le véritable problème dans cette affaire, c'est que l'opinion danse plus vite que la musique.
Et c'est ça le véritable souci. Et c'est ça qui fait en Est-ce sorte que ce n'est pas la preuve de ce que cette opinion a soif de justice? c'est la preuve que cette opinion a soif de Et justice. qui doit donner, qui doit étancher cette soif de l'opinion du peuple? Cette soif sera étanchée. Ah, Mais elle ne sera pas. Vous conjuguez. Sera étanché. Mais elle ne sera pas au rythme de l'opinion. Parce que c'est ça le véritable souci. D'accord. Et c'est ce que Hervé Manuel, comme relevait tout à l'heure. Lorsqu'on agit émotionnellement, la réaction, elle est spontanée, instinctive. Mais lorsqu'on décide d'agir objectivement, la réaction est plus lente. Nos enquêteurs, nos autorités judiciaires ne peuvent pas avoir le même timing ou bien la même Bon, approche. je vous pose une question. Hein. Oui. C'est vrai que vous n'êtes pas dans cette enquête, vous n'êtes même pas enquêteur sur le plan judiciaire. Est-ce qu'on peut quand même se donner un délai au sorti de cette émission, que d'ici peut-être le mois prochain, ou bien dans 2 mois, ou dans 6 mois, ou dans 1 an, on aura le résultat de l'enquête? Et c'est ça justement qu'il faut éviter. Ah bon? C'est ce que je suis en train de faire là. Donner un délai, c'est-à-dire tout délai au stade où nous en sommes est une Ou conjecturation. alors, vous voulez que nous fonctionnons dans le style qui voudrait que on attend. La meilleure attitude, Et finalement, on commence à oublier. pas du On tout. commence à oublier. Pas du tout. L'attente ne signifie Et à la fin, l'affaire est enterrée. non, non, Et la vie continue. pas du tout. En attendant le prochain assassinat. L'attente ne signifie pas oubli ou bien baisse de la veille. L'attente signifie, dans le cas d'espèce, c'est que tout le monde doit prendre du recul et faire l'effort de se transcender du choc, parce que l'assassinat crée un choc. C'est-à-dire les conditions dans lesquelles l'assassinat s'est produit, ce sont des conditions traumatisantes. En réalité, ceux qui ont ôté la vie à Martinez, la procédure, la manière avec laquelle ils l'ont fait, l'objectif était de traumatiser. Lorsque les gens sont traumatisés, naturellement, leur réaction émotionnelle est très élevée. Mais sauf que cette forte émotion-là, elle est mauvaise conseillère dans l'affaire. Cette forte émotion-là ne peut pas nous amener à la manifestation de la vérité. Seule la distanciation, et l'observation rigoureuse pourraient nous conduire véritablement à la manifestation de la vérité. Merci beaucoup, docteur Noam, pour votre regard. Pierre Blériot-Niemek, je ne m'éloigne pas de la préoccupation posée à l'endroit du docteur tout à l'heure. L'argent circule dans le cadre de l'affaire Martinez-Zogo. Ils sont nombreux qui sont achetés, soit pour en parler en choisissant entre guillemets un camp, soit pour en parler en choisissant un autre camp, soit pour ne pas du tout en parler. L'argent circule. Alors, pour ces personnes qui perçoivent cet argent, n'est-ce pas là l'argent du sang? Heureusement que ces personnes qui donneraient de l'argent ne se sont pas encore dirigées vers Info TV. Pas du tout. D'accord. On ne prendra même pas ce style d'argent. Non, parfait ici. Une situation peut en cacher une autre. Oui. Nous avons signalé au chef de l'État, et lui-même le sait mieux que nous, qu'il y a déjà une lutte de succession qui s'est engagée. Elle est visible. Nous avons un élément constant dans l'enquête. Il y a un nom qui est déjà clair. Le lieutenant-colonel Dan Wei. Oui. Pourquoi? Parce que les deux camps qui parlent, à la fois le camp de la défense et quelques informations tirées des enquêtes, disent que le lieutenant Dan Wei reconnaît, Le lieutenant-colonel. le lieutenant-colonel Dan Wei reconnaît avoir rapté Martinez-Zogo. C'est constant. Il va plus loin, il dit qu'ils l'ont torturé, mais ils l'ont laissé vivant. Le lieutenant-colonel Dan Wei dit avoir reçu des ordres d'un tel, qui lui dit n'avoir pas été le commanditaire. Je pense que la personne du lieutenant-colonel Dan Wei
est la personne centrale de cette affaire. Dans le point de presse qu'ont donné les avocats de la défense, il est revenu que le lieutenant Danwe a dit lors des auditions avoir reçu une avance de 2 millions. Parfait, permettez-moi de rire. Vous riez avant moi, vous voyez? Alors, moi, ça m'a choqué dans tous les sens. Un lieutenant-colonel, avait-il des problèmes particuliers lui-même avec Martinez Zogo, auquel cas il aurait assassiné contre 0 francs? Parce qu'on ne peut pas comprendre, même les enfants de Vogada, dans la grande pauvreté, ne prendraient pas une avance de 2 millions. Qui est Danwe? Parfait ici. Vous pensez que ça peut être le titre d'un ouvrage? Qui est Danwe? Il faudra s'interroger. Qui est réellement Danwe? Cet individu qui dit on m'a donné 2 millions ici pour faire... On dit qu'il a dit ça parce que les avocats de la défense rapportent que le lieutenant-colonel Danwe a dit. Qui est Danwe? Moi, je crois que si je devais participer à cette enquête, mon enquête tournerait autour de monsieur le lieutenant-colonel Danwe, qui, en fin de compte, pourrait détenir toute la vérité. L'argent qui circule est donné par quel des camps? Parce que nous sommes dans une guerre de clans. Ça, c'est ce que nous observons. Si nous, qui devons éclairer l'opinion, nous ne le faisons pas, c'est très dangereux. L'argent circule en faveur de quel clan? Ceux qui donnent l'argent ont donc intérêt à cacher la vérité. Il est très dangereux de mettre très long à la chasse. Je l'avais dit ici une fois. Lorsque vous mettez très long à la chasse, les arbres commencent à apparaître comme étant des gibiers. Le gibier que vous avez attrapé très tôt commence à pourrir. Il y a un temps pour aller à la chasse et un temps pour rentrer. Quelqu'un me disait même que quand vous mettez trop long même à la chasse, vous commencez à voir les fantômes. Vous voyez les fantômes, effectivement. La chasse a duré trop longtemps. Et vous voyez, maintenant, nous sommes dans un imbroglio. Je vous assure, cette enquête peut être manipulée dans un sens ou dans un autre. Elle peut atteindre des objectifs que vous n'imaginez pas. Oui. Le peuple camerounais est un peuple suffisamment amorphe, suffisamment endormi, suffisamment vampirisé. L'affaire Martinez-Zogo devrait permettre au chef de l'État de voir à quoi risque ressembler le Cameroun s'il ne nous donne pas la direction. C'est-à-dire les différents clans qui sont déjà affairés, qui ont déjà fourbi les armes pour la succession, vont manifester leur violence à l'issue de cette affaire. Très bien. Merci beaucoup. C'est ce qu'il fallait dire ce matin, globalement, sur cette désormais affaire Martinez. De toutes les façons, Info TV restera très attentive pour la suite, justement, de cette enquête. Nous avons la nette impression que vous, téléspectateurs, vous avez le droit de savoir. À tout de suite pour la suite. Bon retour sur votre plateau de libre expression tous les dimanches sur Info TV, 11h30, 13h30, 2 heures de temps pour croiser le verbe avec nos panélistes. Le deuxième sujet inscrit à l'ordre du jour, je vous le disais en ouverture, nous amène à parler de ces nombreux décès de membres du gouvernement au Cameroun. Ils sont pratiquement déjà 4 qui sont tombés, étant encore en fonction. Le dernier membre du gouvernement qui s'en est allé, et nous présentons d'ailleurs nos condoléances à sa famille. Il s'agit du ministre des Mines, Gabriel Dodo Ndoké, qui a été d'ailleurs inhumé hier du côté de Batouri, c'est à l'est du Cameroun. Antoine Awana, 4 ministres déjà décédés, pas de remplaçants, pas de remaniement. Comment vous analysez une telle situation? Ou alors, ça ne nécessite pas un arrêt, la vie continue? La première des choses, c'est qu'il faut quand même un peu s'incliner sur la mémoire de ces Tout à fait. grands commis d'État qui sont partis. Et le dernier en date, c'est celui qu'on a, le ministre Dodo Ndoké, qu'on a inhumé hier dans son village natal à Batouri. Oui, d'accord. Alors, 4 au total, rien, pas de remaniement. Bon, il y a 2 déterminants à cette histoire-là. Le premier déterminant, c'est la spécificité de M. Bia, qui est le capitaine qui a son temps de ce bateau.
Oui, parce que ce n'est pas seulement au niveau des ministères. Hein. Nous voyons dans les grandes écoles, une fois l'IRIG est resté comme ça, où une personne cumule des fonctions comme si il n'y avait que lui au Cameroun. Il y a dans des grandes administrations et puis maintenant au niveau des ministères. C'est la spécificité de M. Biya. Tout se passe comme si lui, il dit que les urgences, c'est à l'hôpital central. Ce n'est pas dans son administration. Il n'est rien passé, une vérité objective. Pour M. Biya, les urgences, ce n'est pas dans l'administration, c'est à l'hôpital central. Parce que là-bas, il y a un service d'urgence. Donc, quand vous lui demandez de faire des urgences, pas dans son administration, il prend tout son temps. Le deuxième déterminant, c'est quoi? C'est le pouvoir discrétionnaire de M. Biya. Vous comprenez pourquoi quand je fais souvent des analyses ici, je vous dis que le Cameroun ressemble à un état de police. Je n'ai pas dit état policier. Parce que l'élément sociologique déterminant dans un état de police, c'est le pouvoir discrétionnaire. Oui, c'est le pouvoir discrétionnaire. C'est lui qui est maître du temps. Maître de son temps et pas maître de votre temps. Vous comprenez un peu? Ah oui, mais sauf que ce qu'il oublie un peu, c'est que ce pouvoir discrétionnaire doit être jugé. Eh oui. Parce que, voyez-vous, parfait, ça bloque presque tout un système. Je prends un ministère comme le ministère des Mines. Tout à fait. Mais, on a donné l'intérim, parce que c'est aussi l'administration des intérimaires, hein, actuellement. On voit les intérimaires partout, au secrétaire général. Le secrétaire général, sa fonction, c'est le poumon administratif d'une administration. Permettez-moi la répétition. Alors, quand vous lui donnez encore les autres fonctions d'un ministre qui est un homme politique, ça crée un chevauchement. Ah ben oui. Donc, les dossiers seront bloqués parce qu'il y a des dossiers qui nécessitent la signature seule du ministre dans son département. Alors, les gens sont là. Très bien. Qu'est-ce qu'on va faire? On tourne donc en rond autour de se concentrer du pouvoir. Merci. Alors, docteur Noir, cette situation n'est-elle pas de nature à donner raison au ministre Marafa Hamidou Yahya, étant en prison, qui nous révélait, il nous donnait le secret d'une conversation entre le chef de l'État et lui, après un remaniement ministériel. Il a eu une conversation avec le chef de l'État. Le chef de l'État lui demande ce que les uns et les autres pensent du nouveau remaniement. Et Marafa a donné son avis. Il ne veut pas dire ce qu'il avait dit. Moi, je me rappelle. Et le président de lui répondre que, monsieur le ministre, ils sont maximum 4 ou 5 qui sont des vrais ministres. Le reste, ce sont des fonctionnaires à qui j'ai donné des titres. Alors, un ministre décède, on ne le remplace pas. Un autre décède, on ne le remplace pas. Est-ce que le président n'est pas en train de démontrer que on peut même s'en passer de certains ministères, et notamment de certains ministres? C'est pas important. Non, pas du tout. Pourquoi pas du tout? Parce que il est dans une option depuis 2011. C'est l'option de la stabilité. Et pour comprendre ça, il faut revenir à la genèse. De 82 en 92, le président Paul Biya faisait un gouvernement chaque année, au moins un. En 83, il en a fait 3. En 84, il en a fait 2. 85, 1. 86, 1. 87, 2. 88, 1. 89, 2. 90, 1. En 92, il en a fait 4 ou 5. Depuis 92, il a commencé à ne plus faire de gouvernement chaque année. Après 92, il a fait un gouvernement en 94. Il en a fait un autre en 96. Il en a fait un autre en 97. Il est revenu en 99, 2000, 2001, 2002. 2004, 2006, 2007, 2009, 2011. Donc, depuis entre 1992 et 2011, il a commencé à ne plus respecter le timing d'un gouvernement par an, au moins. Il a commencé, de temps en temps, il fait 2 ans, il remanie tous les 2 ans, exceptionnellement une fois. Et depuis 2011, il a encore changé le rythme de remaniement. On est passé à 4 ans d'attente
Et ils répètent un peu la même pratique Et que même depuis... après même certaines consultations électorales. Justement, parce qu'il en a changé la cadence. La première cadence, c'était au moins un gouvernement par an. Il est passé à la seconde cadence, au moins un gouvernement chaque 2 ans. Et depuis 2011, il prend 4 ans. Et actuellement, nous en sommes justement à 4 ans. Et la conséquence, c'est quoi dans un tel contexte? C'est que justement, comme on le constate avec le gouvernement John Nguti, c'est que c'est l'un des gouvernements sinon le gouvernement qui bat tous les records de longévité. Soit longévité à un seul poste, soit longévité au sein du gouvernement, parce que justement, la cadence ayant été changée, les gens ont plus de chances de mettre long. Et qu'est-ce que ça crée au final comme problème? C'est qu'au niveau de la redistribution de la ressource politique, parce qu'un poste ministériel est une ressource politique au-delà de tout, c'est que ça crée une influence dans la salle d'attente. Et c'est justement ceux qui sont dans la salle d'attente et qui piaffent d'impatience, qui inscrivent le remaniement dans une perspective d'urgence. Parce qu'il ne faut pas seulement voir, il faut comprendre, l'urgence, c'est en fonction de là où on se trouve. Ceux qui sont gaillardement assis, et ils ne voient pas d'urgence. Et non, d'ailleurs, on connaît la terrasse qui est remaniement. Justement. Beaucoup ont d'ailleurs dit qu'ils bloquent d'ailleurs ce remaniement. Justement. Donc, c'est ceux, justement, qui, du fait du changement de la cadence, qui se retrouvent en pleine saturation dans la salle d'attente. Très bien. Ce sont eux qui sont dans des situations d'impatience. Merci beaucoup. Pierre Bleriot-Niemek, cet état de choses est-il de nature à avoir une certaine sérénité au niveau du travail des membres du gouvernement avec ces ministres décédés, postes vacants? Est-ce que nous avons véritablement on peut s'attendre à un meilleur rendement? Bon, est-ce qu'on a besoin de rendement? Mais bien entendu. Non, personne ne vous a demandé le rendement. Parfois, ici, avant d'atteindre le sommet de l'État au niveau de ministre, parfois, ici, est-ce que si le directeur d'école primaire est absent, l'école peut bien se porter? Pas du tout. Alors, si l'inspecteur n'est jamais au bureau ou n'est plus au bureau, est-ce que l'enseignement au niveau de l'arrondissement peut bien se porter? Pas du tout. Vous avez un pouvoir hyper centralisé. Le ministre n'est pas quelqu'un qui signe seulement les documents. Au Cameroun, tout commence au ministère et tout s'achève au ministère. C'est pour cela que vous voyez les gens quitter les brousses pour venir à Yaoundé. Si vous avez un dossier sur les mines, c'est au ministère que ça se décide. Vous voyez? Donc, lorsqu'à ce niveau-là, on peut perdre un membre du gouvernement et ne pas le remplacer, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de rendement. Vous m'interpellez sur une question. Le docteur a essayé de vous dire le rythme de Paul Biya, 2 ans, 1 an, un an, chaque gouvernement. Non, il n'y a pas de rythme. Il n'y a pas de rythme. Il n'y a pas un rythme. Il a aussi dit par ailleurs que le peuple dansait plus vite que la musique. Moi, je suis musicien. Vous voyez? Quand le Mais musicien... vous ne dansez pas plus vite que votre musique. Quand le musicien se rend compte les instruments vont plus lentement, vous voyez souvent, le chanteur demande d'accélérer. Tout à fait. Donc, c'est au musicien d'accélérer. Ce n'est pas au peuple de ralentir sa cadence. On peut accélérer ou réduire une cadence musicale. Vous voyez? On peut chanter en ré majeur ou en ré mineur, ainsi de suite. Donc, il devrait accélérer. Malheureusement, plus il voit le peuple danser plus vite, plus il ralentit. Ça fait donc un déphasage total entre la manière de danser du peuple et la manière de jouer. Ce n'est pas que les gens qui sont dans la salle d'attente. Il y a eu de grands événements électoraux. Vous avez choisi un système. Vous avez dit que vous êtes dans un système démocratique. Vous avez dit, il y a eu des élections. Après ces élections, il fallait redistribuer les cartes, même si c'est sans efficacité, parce que c'est toujours les mêmes. L'appareil a été tellement subjugué que, bon, moi, je ne vous mens pas, j'ai perdu tout espoir dans vos changements
vos jeux de chaises musicales. Là. Parce que, en fait, quand on enlève quelqu'un ici, on l'envoie toujours quelque part et c'est les mêmes. Et c'est la même morale publique qui domine. Dans une situation beaucoup plus rigoureuse, on rencontre progressivement 2, 3, 4 ministres en poste décédés. Ça fait un vide qui est de nature à chambouler le système. Là maintenant, ce n'est même pas un ministre délégué qui est décédé, ce n'est pas, je veux dire, un secrétaire d'État qui est décédé, c'est un ministre plein. Dans une structure qui est en pleine ébullition. Lorsqu'on ne le remplace pas, on nourrit les appétits du secrétaire général. Va-t-il devenir ministre? Non, on ne sait pas. Ne va-t-il pas être fait ministre? Qu'est-ce qu'il peut faire? Quelles sont les décisions qu'il peut signer en tant qu'intérimaire? Quel impact cela a sur le fonctionnement de tout un ministère et même dans la cohésion gouvernementale? Nous voyons là un autre problème, c'est que le Premier ministre, chef de gouvernement, est-ce qu'il rend directement compte au chef de l'État? Est-ce qu'il peut prendre des initiatives? Il est le chef du gouvernement. Il y a un certain nombre de blocages dans ce système. Fort heureusement, les Camerounais sont déjà habitués à ça. Ça leur convient comme ça. Merci beaucoup. Lisons encore quelques préoccupations des téléspectateurs. Bonjour parfait à ici. S'agissant du ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, c'est plutôt le secrétaire d'État qui assure l'intérim et non le secrétaire général. Le secrétaire d'État ou le ministre délégué sont des adjoints des ministres et donc c'est normal qu'à l'absence du ministre titulaire, que le secrétaire d'État ou le ministre délégué assure l'intérim. Quant au secrétaire général, il gère le volet administratif. Parfait Onguené, conseiller régional du Sud, président de section au JRDPC Océan Nord-Est en Vengue. Merci pour votre message. Autre message ce matin. Bonjour parfait. Les assassins de Martinez seront rattrapés. Vous savez que les suspects peuvent mentir et c'est aux enquêteurs d'utiliser le détecteur de mensonges. C'est de la part de Noir, analyste politique. Bonjour libre expression. Bonjour Blériot, parfait Awana et Noir. Le fait que certains ministres quittent la scène peut-il impacter un remaniement? La réponse c'est non, parce que le remaniement est politique et la mort d'un ministre ne peut pas modifier l'agenda secret du président Paul Biya. C'est pourquoi je rejoins le docteur Awana dans son analyse. Pour finir parfait, est-ce que tu ne peux pas te faire établir une autorisation de port d'armes pour te protéger comme aux États-Unis? Courage, courage. C'est de la part de Noir, analyste sociopolitique. Merci de la suggestion. Autre message ce jour. Bonjour à vous le panel. On prend les mêmes et on recommence. Ils ont encore frappé ces assassins. Cette fois-ci avec la mise à mort d'un ministre de la fonction publique. Ces assassins l'ont tué parce que ces derniers étaient prédestinés à un avenir radieux. En tout cas, moi je n'en sais rien. Je sais que le ministre est mort. Je ne sais pas s'il a été tué. Mais à quoi bon l'argent, le pouvoir, la notoriété et que sais-je encore? Tout cela ne vous donnera rien. Que sert à l'homme? À quoi sert à l'homme de gagner tous ses biens immatériels s'il doit par-dessus tout perdre son âme? Vous tous les tueurs patentés, l'argent n'achète pas la vie. Le président de la République fera certainement un remaniement ministériel. Gardons notre mal en patience. C'est Essogo Karel depuis Nkwaban. Autre message ce jour. Bonjour parfait, j'ai une question. Étant donné qu'ils ne sont pas remaniés, ça veut dire que ces ministres ne servent à rien, étant donné que leur absence n'affecte rien et la vie continue. Aboubakari Adamou de la ville de Garoua. Autre préoccupation. Bonjour Perfecto et bonjour le panel. Moi c'est le notable Nganhou Olivier depuis Douala. J'apprécie la qualité du panel et monsieur Awana qui est très pertinent et percutant avec ses interventions. Vraiment bravo à vous cher monsieur. Que Dieu vous bénisse et bénisse Info TV qui est entre les mains du grand maître parfait Haïti. Je crois que vous n'êtes pas grand maître dans la loge maçonnique. Surtout pas. Autre message.
message ce matin. Bonjour parfait Haïti. Je voudrais vous féliciter et vous encourager à continuer à exercer votre métier de journaliste. Celui-là même qui était le rêve de mon enfance. Vous avez le soutien du peuple camerounais. Ne craignez rien. Le Dieu Tout-Puissant veille et veillera sur vous. Courage, courage. C'est Chantal Dequier qui envoie le message. Bonjour. Qui a tué Martinez Zogo? Réponse. Non. Je ne peux pas lire ça. Vous avez déjà, vous connaissez celui qui a tué Martinez Zogo. Mais ce qu'il faut donc faire, cher monsieur ou madame, qui écrivez, vous donnez les noms des gens qui ont tué Martinez Zogo. Voilà. Allez au CED. Vous pouvez nous aider pour la manifestation de la vérité. Vous venez me dire c'est ici. Moi, je ne peux pas lire. Autre message ce matin. Bonjour le plateau. Honte aux avocats. Imaginez ce qui est arrivé à ce garçon. Vraiment, vraiment, vraiment. Bilon Bikak, qui a mis long à la chasse, a tué un hérisson lépreux. C'est encore le bonbon Bilon Bikak. Alors, le bonbon, lui il est allé trop loin. Il dit, qui a mis long à la chasse, a tué un hérisson lépreux. Incroyable. Autre message ce jour, c'est un message qui nous vient du Gabon. Bonjour le plateau, bonjour parfait. Ici, cette affaire Martinez Zogo prend des proportions inquiétantes. J'ai suivi un média propriété. Un média quoi? Privé. Il dit, bon, je vais sauter un média de l'un des mis en cause qui traite les autres médias qui couvrent l'affaire Zogo, de médias de caniveau, tout simplement parce que les autres médias ne rapportent que les faits et rien que les faits. Ces médias s'affolent pour rien. Personne n'a condamné d'avance leur patron, mais l'injure, l'arrogance ne changera pas la vérité. Tout le monde reste serein. Pourquoi les parents de Danwe ne viennent pas dans les médias pour insulter les médias? Que les journalistes de ce média restent sereins. Ghislain Fabrice Ebinda, depuis le Gabon. On va lire peut-être 2 ou 3 derniers messages avant de prendre la suite. Alors, nous prenons ceci. Les réseaux, bonjour à tous, soyons patients. La vitesse de la commission d'enquête est plutôt appréciable car un bon nombre de suspects est interpellé, mais le CED a besoin de plus de temps pour affiner son travail et peut-être interpeller d'autres personnes. L'enquête est même allée très vite. La vitesse des enquêteurs n'est pas celle des réseaux sociaux. C'est Saliou qui envoie le message. Autre message rapidement ce matin, je repars du côté du Gabon. Bonjour Monsieur Parfait, ici et toi et ton panel d'érudits. À la lumière du dernier live de J. Rémy Grenon, même si certains contestent sa sapience journalistique, je t'invite à prendre au sérieux les mises en garde de ces derniers. Pour ne pas conclure, je suis au regret de voir la manière dont le Cameroun est en débandade. On ne peut pas autant s'acharner sur les talents. Et toi, dans ton domaine, tu en fais partie de ceux qui participent au rayonnement de votre corporation. Bon dimanche et à dimanche. C'est Abo Kemité depuis Libreville, au Gabon. Merci. Nous prenons une dernière transition dans le cadre de ce programme. Et nous prenons le fait majeur de la semaine. Le fait majeur de cette semaine nous amène à parler des 90 ans du président de la République, son Excellence Paul Biya. On sait très bien que la manifestation a eu lieu, grandeur nature, du côté du palais de sport de Yaoundé. Et une manifestation qui était présidée par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo. Et c'était justement en présence de plusieurs hautes personnalités de la République. Il faut également noter que du côté du village natal du président de la République, son Excellence Paul Biya, en Vomoka, on a également assisté à la coupure du gâteau
en famille. Il y a également eu une messe d'action de grâce. De toutes les façons, c'est le fait majeur de cette semaine. Et je commence par Antoine Awana pour un commentaire. Un monsieur de 90 ans, 41 ans au pouvoir, n'est-ce pas une grâce? C'est franchement une grâce. Il faut lui dire, même avec quelques jours de retard, joyeux anniversaire, excellence. Oui, parce que pour atteindre 90 ans, c'est pas facile et c'est pas souvent évident. Surtout en ce moment. En ce moment-ci, il y a des bébés qui naissent, qui meurent avant même de naître. Il y a des jeunes qui meurent avant 15 ans. Mais si lui, il a fait 10, 20, 30, 40, 50, 80, 90, alors il faut lui-même d'abord doit rendre grâce à Dieu. Et nous avec. L'événement a été fêté avec faste. Le recteur de l'université de Yaoundé 1 a demandé à tous les chefs de département de mobiliser les étudiants pour le palais de congrès. Et le palais des sports. Le palais des sports, pardon. Et là-bas, le SGPR a présidé cette cérémonie, cet anniversaire, en lieu et place du président qui, lui, l'était dans son village natal pour essayer de réchauffer, de resserrer. Certainement entrer encore en contact avec ses ancêtres. Tout à fait. On a quand même une impression, hein, Antoine Awana. Oui. Le président de la République du Cameroun aime beaucoup son village. Bon, parfois ici, je vais dire que vous ressemblez un peu à un sorcier. Comment ça? Soyons sérieux, parce que chaque fois que vous me posez une question, ça m'amène à dire des choses que vous ne voulez même pas dire. Pas très catholiques. Le plus souvent, je vous le dis en toute sincérité, parce que la question que vous me posez là, vous voulez m'amener à dire certaines choses, mais je ne vais pas dire ça aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est l'anniversaire du président de la République. Pour ceux qui ne savent pas, je suis un peu, hein, je ne veux pas faire comme les autres, un peu infiltré dans cette famille présidentielle. Vous savez pourquoi? Non. Parce que j'ai une exploitation dans la plantation des VA du président. J'ai une sous-traitance là-bas. Ah, d'accord. À Djikoum. Donc, de temps en temps, je cause un peu. Bien? Oui, bien sûr, bien sûr. Il paye très bien. Parce que là-bas, il faut amener des engins. Donc, le président ne bouffe pas l'argent des gens. Non. Tout le monde est payé là-bas. Et ce qui est plus bien là-bas, parfait, la majorité des ouvriers de là-bas, ce sont des gens du nord-ouest et du sud-ouest. Hein. Ah, d'accord. Ah ben oui, et quand vous allez en Vomka, vous arrivez au niveau du marché de Vomka. Au centre commercial. Voilà, le centre commercial, ça vous en savez quelque chose. Par son grand frère, voilà. Non, on donne, oui. Et là, les quartiers qui sont à la périphérie. Et en prison. Les quartiers, les maisons qui sont à la périphérie. Vraiment. Vous allez inspirer ce matin. Oui. Laissez-moi un peu faire ma petite analyse. Les quartiers, les maisons qui environnent ce complexe-là, de Mvomoka, sont peuplés majoritairement par les Bamous. Très bien, c'est compris. Non, je vais aller, je vais citer. Le terme de ce programme. Et je voudrais aller, vous savez pourquoi? Non. C'est qu'il y a au village natal du chef de l'État, vraiment l'intégration nationale. C'est compris. Voilà. Docteur Noir, moi j'ai l'habitude de voir des gens qui parlent du président de la République avec une grande bassesse lorsqu'il s'attaque à son âge. Il parle en l'insultant. Ce vieillard, ce croulant, ceci, cela. Est-ce que nous ne devons pas être fiers d'avoir un monsieur de 90 ans au lieu de le féliciter pour cette longévité? Certains passent le temps à l'insulter. On parle, l'un de vos confrères parlait cette semaine du granit de Vomeka, parce que c'est les noces de granit qui célébraient. Le granit, c'est une roche extrêmement dure. Très bon, dure. Ceux qui s'attaquent à son âge, il faut les comprendre d'une certaine façon. Est-ce qu'au nom de la politique, on est obligé parfois de ne pas respecter bas, les patriarches, de ne plus respecter même les patriarches? On peut être des adversaires politiques et je respecte l'âge de l'autre. Vous devez donc plutôt comprendre par là que c'est un aveu d'impuissance en réalité, parce que c'est un adversaire politique,
qu'ils ont du mal à terrasser, si on peut le dire ainsi, depuis des années, et qui est toujours là. À un moment, après avoir tout utilisé, tous les moyens possibles qui étaient à leur niveau, ils s'en retrouvent à un moment donné après. Donc c'est pas. Il y a par contre quelque chose que je voulais signaler, c'est que c'est la première fois, les anniversaires du président, dans la plupart du temps, sont souvent traités dans un cadre plus intime. C'est la première fois que ça prend véritablement la connotation d'une fête nationale populaire. C'est quand même 90 ans. Et vous voyez, lui-même, il en est arrivé à communiquer sur sa page Facebook et Twitter. Ça, c'est quand même inédit et ça, c'est une première. Le président également, il écrit sur Facebook. Bon, il a un compte Facebook. Les questions de parfait. Le dimanche, il faut vous méfier. Alors, Pierre Blériot, Nyemek, et si c'est Mattei qui avait raison, Paul Biya n'était finalement pas en code. Le code Biya. Chacun a un code ou chacun a son code. J'apprécie et je m'incline devant la longévité biologique de M. Paul Biya. C'est une grâce. Ça veut dire quoi? La vieillesse, c'est une bénédiction. D'accord. Mais je n'apprécie pas sa longévité au pouvoir. Pourquoi? C'est pour lui que je dis tout le temps que lorsqu'on met trop long à la chasse, on commence à voir les fantômes. Non. Pour l'instant, lui ne voit pas de fantômes. Nous voyons que les fantômes sont déjà là. Donc, parfois ici, il faut rendre hommage à ceux qui ont le don de la longévité. C'est une grâce. Il y en a qui ont le don de la richesse, l'étoile de la richesse. Il faut quand même dire que dans leur famille, la famille présidentielle, ils vieillissent là-bas. Oui. Ils vieillissent là-bas. À quelques exceptions près. D'accord. Mais ils vivent assez longtemps. Merci beaucoup. De toutes les façons, joyeux anniversaire une fois de plus au président de la République, son Excellence Paul Biya, qui a donc célébré ses 90 ans. C'était le 13 février dernier et c'était le fait majeur de cette semaine dans le cadre de votre programme. On dira merci à Antoine Awana qui était une fois de plus chez nous ce matin. Il est expert en matière de sécurité. Merci au docteur Sylvestre Noir. Il est sociologue, enseignant d'université. Merci à Pierre Blériot-Nyemek. C'est notre consultant sur Info TV. Ne ratez surtout pas la première rediffusion de ce programme. Ce sera à partir de 17h. La deuxième rediffusion interviendra ce soir à partir de 21h. Mais dans exactement 30 minutes, vous allez retrouver votre programme de détente fétiche, dimanche VIP, en direct sur Info TV. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?